Nombreux, vous êtes à nous suivre à travers le monde, messieurs, dames. Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévision, ces grandes tribunes. Alors, nous sommes le 2 mai 2025. Nous souhaitons un heureux mois à tous. Mois comblé de succès, de réussite et de persévérance à tous les Congolais de par le monde. Très bien. Deux sujets, mesdames et messieurs, feront l'objet de cette émission. D'abord, on va parler de ces tractations qui sont en cours pour justement parvenir à une paix par l'échange, le dialogue. Foria Simbe, désigné par l'Union africaine, Doha se mêle à la danse, Washington également. Cinco et CC, pour ne pas les citer, sont également impliqués dans cette cette recherche de solutions de sortie de crise. Alors, question, dialogue, voie idéale ou voie obligée pour trouver la solution au problème. Deuxième sujet, déclaration de principe, justement on l'a cité, je crois que les deux sujets s'entremêlent, on va l'aborder en second lieu, mais c'est aussi un sujet qui fait couler encre et salive. Déclaration de principe signée le 25 avril à Washington DC. Aujourd'hui, 2 mai, selon cette déclaration de principe, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais doivent se retrouver donc aux États-Unis pour pouvoir paraffer un accord entre les deux États. Merci encore une fois. 3 invités avec moi sur ce plateau. On va donc analyser ces questions d'actualité. Par ordre d'arrivée, Monsieur Larousse Mouya, il est cadre et communicateur du parti présidentiel UDPS. Tshisekedi, bonjour. Bonjour Monsieur Dan, bonjour à mes co-débatteurs sur le plateau et bonjour à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Monsieur Larousse Mouya de revenir chez nous après quelques années d'absence. Merci à vous de me recevoir. Merci. Oh là là, excusez-moi. Alors, par ordre d'arrivée toujours. Monsieur Luc Malembe revient ici, encore une fois. Après, lui, on va dire... Beaucoup de temps, on va dire. 2 décennies. 2 ans. Content de revenir à Grande Tribune. Oui. Je salue les co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs. Merci bien, Monsieur Luc. Malembe, vous êtes donc, cette fois, on reçoit en qualité d'indépendant. Indépendant. Vous n'êtes plus à l'ICD. Non, j'ai pris mes distances avec l'ICD. Après les élections, je n'ai pas été d'accord avec la ligne que le parti a prise. Déjà avant les élections, avec tout ce qui a suivi comme contradiction et tout. Et j'ai décidé de rester dans mon coin et d'observer. Donc actuellement, je suis là en indépendant. En indépendant, donc vous êtes, certains diront, vous êtes délivré de l'ICD. Non, délivré, non. On entre dans un parti librement, on sort librement. Okay. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Monsieur Gandhi Kassende, juriste consulte, analyse des questions politiques également. Merci également d'avoir pris la peine de répondre à notre invitation. Je ne cesserai de te remercier pour les différentes invitations ainsi qu'à votre chaîne. Et puis j'en profite pour d'abord saluer mes co-débatteurs, Larousse qui a un nom célèbre, Mouya. Et puis M. Luc Malembe, même s'il a quitté l'ICD, certes il a quitté compte tenu de mauvaises organisations, mais son cœur y est toujours d'une manière ou d'une autre, vous allez le sentir. Voilà, merci aux téléspectatrices et téléspectateurs, et puis voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gandhi Kassende. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si je dois vous lire les questions d'actualité comme d'habitude. On n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais sachez en liminaire que l'actualité reste dominée par la signature de cet accord à Washington entre la RDC et le Rwanda. C'est 2 mai. Nous attendons donc de pouvoir vous informer de façon beaucoup plus détaillée. Il y a également ce communiqué, cette déclaration commune de l'opposition qui a été co-signée par 4 acteurs politiques. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila Kabange. Ils disent être d'accord d'abord avec
cette déclaration des principes. Ils sont contents, ils saluent l'engagement des partis signataires à Doha. Ils sont partants. Et puis, ils rappellent qu'ils soutiennent la démarche initiée par l'ECC 5O pour pouvoir trouver la solution durable à la crise par la conclusion d'un pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble. Voilà, ils dénoncent beaucoup de choses également, notamment la dictature, le manque de respect des droits de l'homme. Voilà, on ne va pas revenir, hein, c'est vraiment une longue déclaration. Mais en liminaire, retenez qu'ils souhaitent, qu'ils sont en train de soutenir justement toutes les initiatives tendant à ramener la paix en République démocratique du Congo. Donc, Union africaine, Doha, Washington et celle conjointe de la conférence épiscopale nationale du Congo sous laquelle ils sont totalement engagés et soutenus. Alors, on va également noter, mesdames et messieurs, que actuellement la République démocratique du Congo est en train de vivre des circonstances très très importantes. Je crois que je ne vais pas donner cette information. J'y reviendrai. Alors, 3 invités, je l'ai dit. Je commence par M. Larousse Mouya. On va commencer par la première thématique que j'ai choisie, c'est celle de la voie de dialogue. Le dialogue est engagé sur plusieurs fronts. Doha, RFCM 23, Washington, 5O et CC. La voie unique ou la voie idéale? Dialogue. Avec tout le monde. Alors, vous parlez de ce qui est proposé par l'ECC. L'ECC 5O, Doha, entre AFCM 23 et gouvernement. Il y a également Washington, qui est entre Rwanda et République démocratique du Congo. Est-ce que, dans toutes ces propositions, laquelle est bonne ou utile pour trouver la solution? La vérité est simple. Tout le monde la connaît. Mais on essaye de complexifier les choses. La question, c'est les Rwandais qui agressent les RDC. Ils sont partis en 97. Ils ont pris un Congolais qu'ils ont mis à la tête de cette agression qui nous ont menés. Et ça a abouti à ce qu'on connaît. Laurent Désiré Kabila qui prenait les pouvoirs, l'appareil sécuritaire de l'État qui était donné entre les mains de Rwandais, et puis ça n'a plus marché entre eux, il y a eu scission, et il a été exécuté, et puis remplacé par quelqu'un qui a dirigé la nation au bénéfice du Rwanda, comme vous le connaissez. Aujourd'hui, le Rwanda revient avec la même méthode. Au fond, on a vécu dans ces pays depuis trop longtemps. On n'a pas connu de situation où telle communauté s'élève contre telle autre, et tout, on a vécu en paix. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de dialogue aujourd'hui? La question, c'est la RDC et le Rwanda. Regardez ce qui se passe à Washington. Ils vont directement à la source. La question, c'est le Rwanda. La RDC va signer avec le Rwanda des accords et des traités pour parvenir à la paix. Oui. Les questions proposées par les CC, CNCO et tout, franchement, ça, en ce qui me concerne, on ne peut même pas en parler. Ce n'est pas une trouvaille. Ce n'est pas une nouveauté. Ce sont des choses qu'on a déjà tentées pendant ces 30 années d'agression rwandaise. Des choses qu'on a tentées, qu'on a faites. Dialogue, coalition, on a même eu un gouvernement avec 4 vice-présidents dans ces pays. Innommable, c'est de la fiction ça. Mais ça s'est passé effectivement. Donc, ces gens qui se pavanent partout à travers le monde, qui n'ont-ils pas de s'occuper des bonnes âmes? Pour nous expliquer qu'on doit négocier, dialoguer et pardonner ceux qui ont agressé, ceux qui ont violé, ceux qui ont torpillé cette nation. Inadmissible. À quel moment est-ce qu'on va rendre à notre nation sa fierté? Donc, la question est que quand on va aux élections et qu'on a perdu, on ne peut pas être comme dans toutes les autres démocraties, attendre patiemment ou faire son travail d'opposant républicain, critiquer ce qui va mal, acclamer ce qui va bien, et continuer à attendre et aussi organiser sa base pour arriver aux responsabilités dirigées. Aujourd'hui, pour vous comprendre, vous êtes pour la démarche Washington, absolument. Washington entre la RDC et le Rwanda. Washington. Et Doha entre AFCM 23 gouvernement. Là, vous n'êtes pas... Mais il faut suivre déjà ce que la RDC demande à Doha. Quand vous entendez ce que les gens du M23 expliquent, ils expliquent que les Congolais, l'administration de Kinshasa est en train de torpiller un peu ce qui se passe à Doha. Puisque le chef de l'État est resté droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il avait dit, qu'il n'y aura plus de brassage, plus de mixage. Or, eux, là-bas, ils demandent à ce qu'on puisse accepter ça comme étant des principes sur lesquels on va parler et tout.
La RDC, on parle effectivement, mais vous devez d'abord quitter notre territoire. On n'est pas contre l'idée de parler. Vous quittez notre territoire et on va parler ensuite. Eux, ils disent non, il faut qu'il y ait des garanties. Il faut qu'on ait des garanties, genre on va entrer dans le gouvernement, il y aura brassage, il y aura mixage. Dans l'armée, dans l'administration, dans les services de sécurité. Quelles sont alors les conditions pour que le gouvernement congolais signe à Washington cet accord avec le Rwanda? C'est quoi? À quelles conditions le gouvernement est censé signer Vous avez suivi la dernière résolution qui avait été votée au Conseil de sécurité contre le Rwanda. Il faut lire le prélude de cette cérémonie de signature. On a dit que ça s'est fait dans la suite logique de la résolution qui avait été votée contre le Rwanda. Parfois, les gens réagissent avec émotion, ils ne prennent pas le temps de lire. Et ça a été dit devant les ministres des Affaires étrangères rwandais, qui étaient là pendant qu'on en parlait. On a vu comment est-ce que Samir était crispé, effectivement. Oui. Et que dit cette résolution? Retrait total, purement et simplement, sans condition de troupes rwandaises. Que le Rwanda cesse de soutenir les M23. Que le Congo arrête aussi de soutenir les FDLR. Mais ça, c'est la résolution également. C'est la résolution, effectivement. Oui. Ça, c'est pour mettre l'eau dans le boulot de ce que le Rwandais dit. Mais ce jour-là, le jour où cette résolution avait été votée, il fallait entendre l'argumentaire soulevé par la représentante des USA au Conseil des Nations Unies. Elle disait que les USA sont fatigués de voir le Rwanda jouer les fous fouillants sur des questions qui sont évidentes et connues de tous. Et chaque fois soulever des arguments qui ne pèsent plus. La question de FDLR, tout le monde sait que c'est un faux débat. Quand il a fallu signer avec le Rwanda pour parvenir à la paix, à Luanda, Kagame n'est pas venu. Parce qu'il sait que la question de FDLR, c'est une question qui est purement inventée. À quelle période de ces 30 dernières années où le Rwanda nous agresse, pille et viole dans notre nation, à quelle période est-ce que le FDLR, soutenu par le pouvoir congolais, a attaqué le Rwanda, a tiré même une seule balle au Rwanda? Jamais. Ça fait 3 mois que cette résolution 2773 a été votée, mais pourquoi les troupes rwandaises ne quittent toujours pas les sols congolais? Bonne question. C'est quoi, qu'est-ce qui bloque? Il y a certaines forces au sein déjà de ces conseils de sécurité qui œuvrent dans le sens du Rwanda. C'est pas un secret que Emmanuel Macron et dans le camp de Paul Kagame. Donc, le rôle de la France est un peu trouble. Mais ça aussi, la représentante des USA aux Nations Unies l'avait dit. Elle avait dit qu'il y a eu trop de léthargie et nous, on fera les choses avec notre propre moyen. Dès le départ, elle avait dit. Donc, quand vous regardez ce qui s'est passé, ce qui avait été dit, vous verrez qu'il y a une suite logique. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Larousse. Je vais revenir vers vous incessamment avec la deuxième question. Monsieur Luc Malembe, je vous pose aussi la même question. Il y a plusieurs démarches, Cinco SCC, Doha FCM 23, Washington, Union africaine avec Foria Simbe. Quelle est la voie idéale? Merci beaucoup. Je veux vous prier de me donner quelques minutes parce que moi je viens de l'Ituri chez moi là-bas pour revenir un peu sur la situation sécuritaire là-bas avec notamment la présence de l'armée ougandaise, la présence suspecte de l'armée ougandaise là-bas que notre propre gouvernement a fait venir. Au début, il y avait un accord de mutualisation entre notre armée et le UPDF qui datait du 30 novembre 2021 et ça concernait la question des ADF actifs dans la région de Beni et Irumu en Ituri. Alors, sans avoir évalué cette opération qui, il faut le dire ici, n'a jamais anéanti les FDLR, les ADF plutôt, qui sont des Ougandais, je les rappelle. L'armée ougandaise s'est limitée à venir éloigner la menace ADF de sa frontière pour que l'Ouganda, elle, continue elle est en train de commencer l'exploitation du pétrole du lac Albert. C'est tout ce qui les intéressait. Leur armée est venue pour chasser les ADF, les éloigner de la frontière pour qu'eux ils prennent le pétrole qui nous est commun. Et sans avoir évalué tout ça, on a élargi la zone d'intervention de l'UPDF à toute la province. De l'Ituri. Maintenant, sur 5 territoires que compte l'Ituri, ils sont dans 4 territoires, ils sont même dans la ville de Bunia. Ils font quoi exactement? C'est la grande question. Ils ont fait croire au gouvernement ici qui venait combattre les Codeco dans les territoires de Djougou. Ils arrivent à Djougou, sans même avoir combattu ni inquiété Codeco,
On le voit quelques jours après. Le fils Museveni là, qui écrit toujours des histoires, Mozi, accueille une délégation de Codeco à Kampala pour négocier avec eux. Et qui disait qu'ils venaient combattre Codeco, qui ne les ont même jamais combattus, on le voit plutôt en train de négocier notamment Codeco, apparemment à l'insu même de notre gouvernement. Et ça, c'est inacceptable. Donc je suis ici pour demander au gouvernement, sur toute la ligne, de faire partir UPDF de l'Ituri. Parce qu'il est clair qu'ils ne viennent pas nous aider. Ils ne nous ont pas aidés avec les ADF. Codeco, ils commencent à négocier notamment avec Codeco. C'est clair qu'ils ne peuvent pas les frapper. Et s'il faut négocier avec Codeco, ce n'est pas à l'armée ougandaise de le faire. Ça, c'est à notre gouvernement d'organiser un dialogue franc entre les deux tribus antagonistes de Djougou, les Hema et les Lendu. Parce que là, il y a un vrai problème de cohabitation. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui, ça date de la colonisation. Ça ne peut pas être réglé par des frappes militaires. Que les frappes viennent de qui, des Ougandais, il faut un dialogue. Et je l'ai toujours dit. Alors, aussi, il y a le gouverneur Luboya qui est revenu hier, qui était ici à Kinshasa pour des raisons de santé. La coopération se passe bien entre Luboya et les UPDF, ça se passe bien? Alors, pas vraiment. Vous avez vu des messages incendiaires que le fils Museveni écrit. Il avait même menacé d'arrêter le gouverneur Luboya. Je me suis demandé par quel moyen, par quelle magie. Il va arrêter un général, un gouverneur militaire, par quelle magie? Donc vous sentez le manque de respect et de considération que l'Ouganda a envers notre pays. Mais quand vous êtes ici à Kinshasa, on vous dit, nous sommes en coopération. Je me demande c'est quel genre de coopération ça. Voilà. Donc le gouverneur est revenu, mais il y a... Et puis l'autre aspect, c'est que l'Ouganda, au même moment, son armée est chez nous. L'Ouganda accueille des rebelles. Thomas Lubanga, vous rappelez, c'est un ancien seigneur de guerre, condamné par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a purgé sa peine de 14 ans. Il était revenu à Ituri. Un matin, on le voit, il a disparu. Il se retrouve en Ouganda en train de fomenter un nouveau groupe armé dénommé Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Ça, il commence déjà à attaquer l'armée là-bas au littoral du lac Albert. Logé, nourri, soutenu par le gouvernement ougandais. C'est quel genre de coopération ça? Donc sur toute la ligne, l'Ouganda n'est pas avec nous, l'Ouganda ne peut pas nous aider et ils doivent quitter tout simplement l'Ituri. Et les gens qui ont amené l'armée ougandaise, s'ils ont besoin de faire de coopération, qu'ils les amènent aussi chez eux, pas chez nous. Nous, on ne veut plus de ces gens, des Ougandais, en Ituri. Bien. Alors, on revient sur la question. Il y a plusieurs... Non, je me dis moi plutôt qu'apparemment Doha et Washington sont venus engloutir toutes ces autres initiatives. Luanda, je crois, c'est mort. Luanda, maintenant, il y a Togo qui a pris le relais. Pour faire quoi? Ce n'est pas l'Union africaine. Parce que d'abord, l'Union africaine a péché par son manque d'impartialité, déjà, j'allais dire. L'Union africaine s'était montrée partiale dans cette crise. Envers qui? Au moment où les États-Unis disaient clairement qu'il y a agression de l'armée rwandaise sur une partie de notre pays, ce mot n'est jamais apparu dans la bouche de l'Union africaine. Jamais. Vous voyez? Jamais. L'Union africaine n'a jamais parlé du mot agression. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc, déjà, nous, on ne voulait pas de l'Union africaine. Alors, il y a Nairobi qui était en fait une initiative visant à regrouper tous les groupes armés locaux avec le pouvoir. Le pouvoir apparemment n'a pas eu assez d'intérêt dedans, on n'a pas continué. Luanda, Kagame ne voyait pas le président Lorenzo de son côté. Je crois que c'est Kagame qui a manigancé Doha pour court-circuiter Luanda. Vous croyez? Oui, parce que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda, presque pas chez nous. Oui, mais... Rwandair, tout ça, c'est des capitaux qataris. Donc, oui, mais les Qataris disent que c'est grâce aussi au soutien des États-Unis d'Amérique. J'imagine. Mais le Rwanda était favorable de délocaliser Luanda à Doha. Parce que Luanda ne lui semblait pas favorable. Et que Doha lui semblait plus favorable. Et je crois que c'est lui qui est en train de gagner. Parlons de cette déclaration de principe signée le 25 avril. Pour moi, on ne va pas passer par 4 chemins pour le dire. C'est une humiliation. Comment?
Washington comme Doha, c'est une humiliation contre notre peuple. Comment? Et nous devons nous préparer à laver cette humiliation. Expliquez en quoi c'est Messieurs, dames. C'est une humiliation. Messieurs, dames. Oui. Le Rwanda a toujours dit que son problème, c'est les FDLR. Est-ce que vous avez vu les FDLR dans cette histoire? Dans cette déclaration de principe, il n'y a pas le mot FDLR. Mais il y a le mot respect de la souveraineté de Ça chaque... ne veut rien dire. Je veux vous démontrer que c'est un mot juste pour nous endormir. Parce que qui viennent faire nos parcs nationaux dedans? Mais ce sont des parcs. De nous, les Congolais. Au nom de quoi nous devons nous parler avec le Rwanda pour gérer nos propres parcs? Où est la souveraineté dont on parle là? Au nom de quoi nos minerais, nous devons les exploiter et parler avec le Rwanda? Nous allons parler de quoi? Parce que ce sont nos minerais à nous, les Congolais. Nous n'avons pas interdit au Rwanda d'avoir des minerais. C'est notre terre que nos ancêtres nous ont laissé. La déclaration demande au Rwanda de respecter les frontières. Je viens de vous dire que ça ne veut rien dire au fond. Parce que au même moment, on nous dit nous devons partager nos mines, nous devons gérer ensemble. Partager nos mines, je n'ai pas vu ça dans le communiqué. Non, mais qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire? Parce que ça veut dire on doit faire en sorte qu'il y ait une traçabilité. Non, c'est détourner. Mais ça sera Mais pour nous ramener à ce que Sarkozy nous avait déjà dit en 2009, je crois, à l'Assemblée nationale ici, pour dire nous devons partager nos minerais avec les Rwanda. C'est là où les États-Unis nous amènent. Les États-Unis gagneraient quoi en étant favorables à l'exploitation de nos minerais? Non, les États-Unis se comportent aujourd'hui comme les maîtres qui prennent nos mines à nous, les Congolais, ils nous mettent dos à dos avec le Rwanda, ils commencent à nous les partager. Nos minerais à nous. Et ça, c'est une humiliation. Mais je voudrais dire ici que cette humiliation, nous devons l'accepter. Pourquoi? Nous devons l'accepter parce que nous sommes en position de faiblesse militaire. Nous sommes allés à Doha et à Washington à genoux. Déclaration FCM 23, gouvernement, déclaration conjointe, gouvernement... Nous sommes allés partout là-bas étant à genoux. Parce que tout ça, cette déclaration de principe, quel est le jour où nos deux ministres s'étaient réunis, Madame Thérèse et monsieur, le monsieur du Rwanda, là, Olivier Louis. Voilà, quel est le jour où ils se sont réunis pour écrire un texte? Jamais. Vous avez vu que notre ministre n'a pas même voulu serrer la main du Rwandais. Très bien. C'est-à-dire, tout ça a été écrit par M. Trump et son administration, et on nous a appelés comme des petits-enfants. On nous met là-bas, les maîtres, ils détiennent nos minerais, ils commencent à nous partager nos minerais à nous. C'est une humiliation que nous devons accepter parce que nous sommes dans une position de faiblesse militaire, nous n'avons pas d'autre choix. Mais nous devons nous préparer, messieurs, Dan, à venger cette humiliation. Ce n'est pas la première fois qu'un grand pays riche comme le nôtre se fait humilier par un petit pays. Merci beaucoup. Je finis par là. Je donne l'exemple de la Chine. En 1937, le petit Japon domine la Chine, marche sur Pékin. Mais aujourd'hui, la Chine a déjà lavé cette humiliation japonaise. En 1940, Hitler marche sur la France. Le président français fouille. Une humiliation terrible. Mais les Français ne se sont pas restés là à pleurnicher. Ils ont déjà lavé l'humiliation allemande. Alors nous aussi, mettons-nous au travail. Voilà pourquoi je propose au président Tshisekedi de ne plus nommer un gouvernement de politiciens. Tout ce qu'Eberand fait là, c'est pour recycler la même vieillerie politique qui a échoué, qui nous a menés ici. J'apprends qu'on veut ramener Bemba à la défense, mon Dieu. Bemba était déjà à la défense. Toutes nos localités sont tombées sous Bemba. On veut recycler les mêmes vieilleries politiques qui ont échoué. Moi, je propose plutôt la mise en place d'un gouvernement de guerre. C'est-à-dire un premier ministre militaire qui n'aura que comme principale mission de réformer à fond notre armée. 80% de notre budget, on le consacre à la défense. 80%. On prépare... mais cher ami, la paix et la sécurité ont un prix, nous devons accepter de nous sacrifier. Je vais vous repasser la parole, c'est vrai que vous êtes exprimé. Donc pour vous, la solution, elle est militaire. Tout simplement, nous devons faire la guerre au Rwanda. Méfions-nous de tout ça, de Doha, on accepte, on signe, on accepte l'humiliation. On prépare la guerre contre le Rwanda et la gagne. Très bien. La guerre. Bien.
Monsieur Gandhi Kassende, je vous passe la parole. Face à toutes ces initiatives qui sont prises aujourd'hui, où est-ce que la RDC devrait donner de la voix ou se concentrer? Il y a Cinco, il y a Washington, il y a Doha, il y a même l'Union africaine avec le président togolais. C'est quoi l'initiative crédible à laquelle on peut s'accrocher? Pour moi, d'abord, je souhaiterais que les téléspectateurs retiennent le tableau qui a été dressé par Larousse. Oui. Je fais mien l'analyse qui a été donnée par Larousse et je vais compléter les tractations tous azimuts. C'est normal dans une situation de guerre, mais beaucoup d'organismes qui sont là dans cette démarche, ce sont des coquilles vides. Qu'elle représente l'association des clergés catholiques, des protestants et des églises qui sont... Ce sont des coquilles vides. C'est la première fois dans l'histoire... Attendez. Ouais. L'Église catholique a joué un rôle important vous dites bien à jouer. Aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je parle d'aujourd'hui et des conséquences pour demain. En 2016, l'Église catholique a permis à ce qu'il y ait cette période transitoire entre avant l'arrivée du nouveau président et l'organisation des élections. Ça, c'était l'Église catholique. On reconnaît. Qui nous a permis cela. Donc l'Église peut encore jouer un rôle, peut-être. Non. Pourquoi pas? L'histoire ne se répète pas toujours. Ce qu'ils ont fait de bien hier, tout le monde l'a reconnu. On ne remet pas en cause ce qu'ils ont fait de positif. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se rouler eux-mêmes dans la farine. Comment? Croyant rouler, disons, les dirigeants congolais, pour rouler les autres. Mais expliquez-vous, en quoi l'initiative... Je suis en train de l'expliquer. Oui. Ils veulent rouler le monde dans la farine, mais ça ne marche pas. Ils sont déjà enfarinés eux-mêmes. Donc ça pose un problème. Mais détaillez comment ils sont enfarinés, c'est ça la question. Mais c'est la première fois dans l'histoire. J'ai étudié l'histoire diplomatique, j'ai étudié l'histoire générale du monde, même si je ne suis pas spécialiste historien, etc. Mais ça pose un problème. Je n'ai jamais vu un État dans une situation de guerre aller envoyer ses prêtres, ses religieux à travers le monde pour rechercher la paix à l'extérieur. Je n'ai jamais vu, c'est nouveau. Vous voyez en Ukraine, les prélats ukrainiens allaient en Russie, aller un peu partout dans le monde pour rechercher la paix. On marche sur la tête. On peut inventer la roue. Ah, mais la roue, tu l'inventes comment? On peut inventer la roue. Pour le moment, pour moi, on n'a pas inventé la roue. C'est les prêtres là qui vont inventer la roue. Non, qu'ils aillent s'occuper de leur mission principale. Je crois que ce serait une bonne chose. Vous avez entendu que quand ils sont partis au Rwanda, ils ont été reçus ou ils ont reçu les évêques rwandais. Ah, il fallait gratter. Partout où ils passent dans le monde, vous le voyez en relation avec les églises locales? Non, c'est un flou qu'ils sont en train de faire. C'est une politique mal menée. Mais ils vont gagner quoi? C'est quoi leur intérêt? Les intérêts, on sait que l'église de tout temps, les intérêts sont d'abord financiers. Ils oublient même leurs adeptes. Ils cherchent l'argent. Ils en ont. On leur a donné, à chaque étape, on leur donne de l'argent. Sauf aux États-Unis, on leur dit, oui, c'est bien votre démarche. Ce serait mieux que vous le fassiez à l'intérieur du pays. Au lieu d'aller de gauche à droite, ils devaient aller à Kazumbalesa, ils devaient aller à Kitona ou je ne sais pas où, parler au peuple congolais sur cette unité qu'on doit préserver, sur cette cohésion qu'on doit organiser, créer, etc. Ça aurait été beaucoup plus positif que la tournée. Ils font la tournée, même les diplomates n'ont pas fait autant de tournées que vous aviez dit que Tshisekedi allait partout dépenser l'argent de l'État, etc. Mais eux, ils font des tournées pour quel objectif? Moi, je dis, l'essentiel est fait. Tout ça, c'est la dérision qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui, la dérision sur le plan international. Il y a des jeux au niveau international pour des enjeux qui ne sont même plus cachés, on doit le savoir. On veut arriver à créer un Yalta. Yalta, c'est quand, après la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, les Américains et les Russes se sont entendus partager le monde. On est en train d'aller vers le Yalta. Vous voyez très bien que la France est déjà écartée de l'Afrique, ou en train d'être écartée totalement de l'Afrique.
Aujourd'hui, le principe, c'est que le Russe puisse avoir la main mise au niveau de l'Afrique de l'Ouest et que les Américains prennent l'Afrique centrale et australe. Ça se décide là devant vous, devant nous. Mais l'objectif, c'est que dans les 10, 20 ans à venir, que ces deux États puissent avoir le leadership mondial, notamment pour les terres rares. Vous avez vu, les Américains ont du crûment en Ukraine. Il faut arrêter la guerre. Nous, on est intéressés par vos matières premières. Ils ont beaucoup de terres rares là-bas aussi. Hein. On est intéressés par les matières premières. Ils sont venus chez nous, ils ont dit la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi nous, on tergiverse. Les choses sont claires. Les Américains disent, et ils le répètent à qui veut le savoir, ils ont pris option pour défendre les intérêts de la RDC. Pour eux, défendre les intérêts de la RDC, c'est défendre les intérêts des États-Unis. Donc, préserver, ils l'ont insisté, l'intégrité territoriale de la RDC. Préserver la souveraineté de la RDC pour permettre à ce qu'on développe le pays et que les États-Unis en profitent par rapport aux matières premières. Et là où les Congolais ne comprennent pas, il y a une confusion dans leur tête aussi. Quand on parle de commerce avec le Rwanda, la sous-région, ça ce n'est que normal et logique. Ce n'est pas l'État congolais qui ira faire le commerce, ce sont les entreprises, ce sont les individus qui font le commerce aujourd'hui. On va amplifier cela. Ce sera avec l'Ouganda, le Rwanda, avec tous les pays. Où est le problème? Mais pour l'État, c'est autre chose. Pour l'État, c'est... D'ailleurs, aux États-Unis, ils font la part des choses. Il y aura des... La RDC gagnante ou perdante dans cette... Aujourd'hui où il y a la guerre à l'Est, oui. Aujourd'hui où nos minéraux ne sont pas exploités à grande échelle, on est gagnant. Moi, je pense qu'on est perdant aujourd'hui. Demain, s'il y a la paix, on sera gagnant pour la paix. Demain, s'il y a le développement de l'exploitation de matières premières, on gagnera d'une manière ou d'une autre. Si on arrive même à transformer ces matières premières sur place, tel est l'objectif, moi, je pense qu'on sera gagnant. Les gens qui disent oh non, on a bradé les matières. On a bradé les matières premières. Est-ce que c'est la RD Congo qui décide du prix des matières premières? Mais il faut qu'ils reprennent leur connaissance. Le Rwanda, la part du Rwanda. La part du Rwanda. La part du Rwanda dans cette déclaration de principe, c'est laquelle? La part du Rwanda, c'est qu'il puisse sortir tête haute de ce conflit, puisque s'il n'y a pas accord, Kagame va tomber. S'il n'y a pas accord, demain, la RD Congo peut, avec le soutien de certains États, occuper le Rwanda, etc. Ils ont plus intérêt à préserver la paix chez eux, en préservant aussi la paix chez nous. Si lui veut rester au pouvoir, peut-être pas pour longtemps, il est obligé, il sera obligé. Il marchera à quatre pattes. Et je finis par le fait de dire que l'Union africaine, c'est une présence inutile. Tout est inutile. Inutile aussi puisqu'ils vivent le diktat des États-Unis. Mais financièrement, l'Union africaine n'existe pas. Il existe par le fait de l'apport américain et européen. Donc ce que les Américains vont dire, c'est ce que l'Union africaine va suivre. Et quand tu veux parler de Doha, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un fait privé. Ils travaillent pour les Américains. Les Américains, avant de décider, ils travaillent avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça, tout le monde le sait. Vous voyez le conflit en Ukraine, vous voyez le conflit entre les Israéliens et... ce sont l'Arabie Saoudite et Doha qui préparent le terrain et les Américains viennent, ils décident. Donc, on a besoin d'un seul interlocuteur. Sur le plan de droit des Nations Unies, du Conseil de sécurité, sur le plan de la politique générale, on a besoin des États-Unis. Même pas de la communauté internationale, des États-Unis. La France, c'est fini. La France, c'est fini. La France, c'est fini. Merci beaucoup, M. Gandhi Kassende. Rapidement, on va donc se pencher sur cette affaire de déclaration de principe. L'heure avance très rapidement. Alors, M. Larosse-Mounia, je vous passe la parole sur... la déclaration de principe. On a suivi des opposants réagir. On va d'abord prendre la déclaration commune de l'opposition Katumbi, Fayulu Matata et Sesanga. Ils ont parlé également de la déclaration de principe. Voici ce qu'ils disent. Considérant qu'en affirmant l'abandon de la solution militaire et l'engagement en faveur d'une solution diplomatique et négociée par leurs signataires, la déclaration conjointe RDC-AFCM 23 en date du 23 avril 2025 et la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda en date du 25 avril
représente une avancée significative, mais qu'elle ne constitue pas pour autant une base suffisante pour une solution définitive et durable de la crise, vu qu'elle n'en aborde que les aspects extérieurs et militaires, au demeurant en faveur de la République démocratique du Congo. Donc, on peut se dire que l'opposition s'est alignée derrière la déclaration des principes. C'est une bande hypocrite. Une bande de politiques inutiles à la République. Et qui sont ceux qui ont signé là? Délice Sanga, l'un des lieutenants de Paul Kagame ici dans ce pays, qui a été, c'est un cofondateur du RCD, ce monsieur-là, il a le sang congolais sur les mains. Donc on peut aujourd'hui, pour certains qui sont nés après ces événements, séparer des costards cravates et signer des communiqués comme ça qui ne valent rien, eux-mêmes ils ne croient même pas en ça. Mais c'est des gens qui aujourd'hui, normalement, si la justice fonctionnait dans ces pays, au niveau international, ils devaient s'être retrouvés derrière le barreau. Katumbi, ça a été quoi sa gestion au Katanga? Et Joseph Kabila, qui est l'un des parrains du AFC aujourd'hui, quelqu'un qui s'assume, qui fait des va-et-vient à Kigali, qui explique comment est-ce qu'il va arriver à Goma, comment est-ce qu'il va faire un discours historique. Aujourd'hui, il retourne Kazakh. Pourquoi il retourne Kazakh? Ils ont vu que la situation leur a échappé. Tout ce qu'ils avaient planifié, tout ce qu'ils avaient prévu. Ils ont monté des opérations de lobbying assez vastes aux USA pour torpiller ce qui avait été proposé comme deal au chef de l'État, à l'administration américaine. Ils ont vu que ça ne marche pas. Ils ont vu qu'il y a déjà des préludes pour le retour de la paix et ils vont signer ces communiqués inutiles. Mais ça ne pèse pas. Inutile. Ce qui est déplorable, c'est de voir un responsable politique comme Martin Fayoulou s'aligner derrière ces gens-là, qui sont des sanguinaires, au fait, des usurpateurs de la République, qui normalement leur place, c'est dans nos prisons, pas à se pavaner à expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Ils parlent par exemple de l'abandon de la solution militaire. Faux. Qui est-ce qui a dit à ces messieurs-là que nos fronts sont vides, que toutes nos unités sont revenues à leur garnison? C'est faux. Nous continuons à tenir nos positions et en même temps à suivre la position, le processus diplomatique. Donc cette déclaration de commune de l'opposition, en tout cas, ça ne tombe pas à point nommé. Mais il y a... Parce qu'ils n'ont jamais fait partie de la solution, ce monsieur-là. Ils ont voulu conduire cette crise à un degré d'incandescence pour pouvoir avoir un discours. Joseph Kabila, c'est un ancien chef de l'État. La position qui se donne aujourd'hui est complètement regrettable. Parfois, on se pose la question si ce monsieur a des conseillers ou s'il arrive à entendre ses conseillers. Il aurait dû être une sorte de fer de lance de la paix. Parler avec les uns et les autres et avec plusieurs factions. Il a saboté tout ce qu'il y avait comme processus normal qui fait fonctionner une nation démocratiquement. Il a dit je ne vais pas prendre part aux élections. On l'a même invité aux passations de prise de pouvoir, à la cérémonie de prise de pouvoir du chef de l'État. Il a dit qu'il ne viendra pas. Mais il a commencé à s'illustrer, à prendre position auprès de ceux qui nous ont agressés. Suivez ses communications, ses récentes communications. Quand il parle, on a l'impression que c'est James Kabarebe qui parle. Où on voit Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, attaquer les forces sud-africaines qui sont venues pour nous défendre. Et lui-même, en 2012, il a eu à faire recours à ces mêmes forces qu'il attaque aujourd'hui. Pourquoi? Puisque ses intérêts dans l'AFC, qui dirige Corneille Nangaa, étaient en mal. Effectivement ça. Donc, le peuple n'est pas naïf. On sait qui sont ces gens. On sait qui est Délice Sanga. On sait qui est le nommé Joseph Kabila. On sait qui est Moïse Katumbi. Et on sait aujourd'hui le rôle regrettable que joue notre président Martin Fayoulou, que j'aime bien parce qu'on s'est côtoyé à une certaine période. Mais justement, si on doit revenir sur ça. Mais il y a, comme qui dirait que la déclaration de principe est loin de faire cette unanimité au sein de la classe politique. Il y a même d'autres opposants qui ont fait savoir que c'est un mirage. Et même ce que Kabila subit aujourd'hui. On a ravi ses biens. Ses avocats disent qu'on ne peut pas ravir les biens d'un particulier sans qu'il y ait un jugement rendu par une cour ou un tribunal. C'est de l'arbitraire. Il y a même la suspension de son parti politique qui est aussi, pour ses avocats, de l'arbitraire. On demande aujourd'hui la levée de ses immunités. On dit que, ben voilà, il y a toute une procédure pour qu'on puisse lever les immunités de Joseph Kabila. Est-ce que le fait que Kabila soit accusé d'être de l'AFC ou soutenant l'AFC M23 l'exempte du fait que
la procédure normale judiciaire. Non, c'est injusticiable comme tout autre. Et des faits qui lui sont reprochés et qui sont connus sont des faits graves. Le premier à avoir révélé la participation de Joseph Kabila ou sa paternité dans l'AFC, c'est qui? C'est l'un de ses associés dans ces mouvements terroristes, William Ruto. Le premier. Je suis devant la presse, je parle des services concernés m'entendent. C'est William Ruto qui a... C'est William Ruto. C'est William Ruto qui, après qu'on ait mis la pression, qu'on les reprochait d'avoir accepté que Nanga puisse faire de Kenya une sorte de rampe de lancement de son mouvement, et qu'on lui a demandé d'arrêter Nanga, qu'est-ce qu'il va expliquer? Il a fait un point de presse et expliqué que non, nous sommes une nation démocratique, on n'arrête pas les gens comme ça et tout et tout. Et quand les patronats kenyans ont vu que leurs intérêts commençaient à être en mal ici, ils ont fait pression William Ruto, qui a fini par donner une documentation qui explique, mais c'est pas moi, c'est entre vous-même Congolais. Votre ancien chef de l'État a demandé qu'on puisse faire ci et ça pour Nanga. C'est venu où? Du Kenya. Donc, quand le chef de l'État expliquait que l'AFC, c'est Joseph Kabila, il y a plusieurs mois, certains ricanaient. Aujourd'hui, les faits sont un peu plus nets. Donc, Félix Tshisekedi sera aussi un ancien président. Absolument. Est-ce qu'il acceptera qu'il subisse ce qu'il fait subir à Kabila aujourd'hui? En tout cas, chacun d'entre nous, peu importe votre position, si vous vous mettez dans une position qui est condamnable, on va vous condamner. Et ce monsieur Joseph Kabila a trahi la République, pas qu'aujourd'hui. Moi, je fais partie de ceux qui ont été braqués. Pas par des fusils à point, pas par des fusils d'assaut, par des canons. Vous avez vu ça ici. Ce monsieur a commencé pas aujourd'hui. Il a été documenté depuis très longtemps que Joseph Kabila a travaillé avec les M23. Documenté par de presse assez sérieux. Donc, aujourd'hui, le monsieur ne s'arrête pas là. Il a eu tout ce qu'il a eu grâce à cette nation. Il est venu comme il est venu, on l'a vu venir. Cette nation l'a béni comme il est devenu aujourd'hui. Et il veut continuer à nous entretenir dans une sorte de cycle infernal. On dit niette. Et d'ailleurs, il a eu des gens gentils envers lui. Moi, je trouve les ministres de l'Intérieur assez sympathiques. Je trouve les ministres de la Justice assez sympathiques à son endroit. Ce qu'ils font, ils le font. Mais s'il avait des radicaux en face de lui, vraiment, il ne serait même pas là où il est aujourd'hui. C'est la guerre. Pas la guerre. Engagée contre... Pas la guerre. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que politiquement, sur le champ politique, il n'est pas parvenu à nous vaincre. Même quand il incendiait nos bases et qu'il tuait nos membres là-dedans. C'est la République ou c'est votre parti politique, monsieur? La République a des enfants de la République qui doivent la défendre. Et nous, on fait ce travail. Il n'est pas parvenu à nous vaincre politiquement. On l'a fait partir du pouvoir. Très bien. Aujourd'hui, nous avons des instruments régaliens qui contrôlent la sécurité de notre République. Et il ne parviendra pas à revenir comme ça. Donc, il n'a pas bien réfléchi son action. Il n'a pas bien réfléchi Absolument. son action. Merci bien, monsieur Larousse Mouya. Moïse Katumbi, les avocats de Moïse Katumbi dénoncent aussi le fait que sa ferme de Futuka a été visitée, perquisitionnée, où son équipe de TP Mazembe Loge, il y a des militaires qui ont été envoyés sur place, ils ont investi le lieu, et ces avocats dénoncent le fait qu'il y a de l'arbitraire, il n'y avait pas de mandat de pouvoir faire cela. Ils dénoncent aussi le fait que Moïse Katumbi a demandé le renouvellement de son passeport il y a 18 mois. Cela ne se fait pas. Mais pourtant, Martin Fayulu l'a fait il y a à peine un mois, et il a son passeport renouvelé. Il dénonce donc l'arbitraire. La personne de Joseph Kabila, M. Luc Malimde, quel est le rôle que Kabila joue aujourd'hui dans ce que nous vivons? Est-ce qu'il est dans un rôle néfaste, comme l'accuse le gouvernement et le chef de l'État, d'être le patron de la FCM 23, ou c'est juste un innocent ou une personne qui, animée de bonne foi, qui veut trouver la solution au problème? Quelle est votre lecture? Il joue quel rôle? Bon, Kabila, pour moi, c'est quelqu'un d'indéfendable sur toute la ligne. Kabila est indéfendable. Pourquoi? Parce que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour que nous en On soyons là? ne serait jamais à ce niveau ici si Kabila n'avait pas décidé de changer la volonté populaire électorale de 2018. À quel niveau? Pour ses propres calculs. À quel niveau il a changé la volonté populaire électorale? Lui et Nanga, c'est eux qui ont changé Ils ont fait quoi? la volonté électorale de tout un peuple en 2018. Qu'est-ce que vous Kabila et Nanga ont décidé pour leurs propres calculs d'écarter les gens qui avaient gagné et de proclamer des gens qui étaient derniers. Et si aujourd'hui, le propre monstre que Kabila a construit, ce régime, commence à le bouffer, ben nous les Congolais, où est notre problème? En tout cas, moi, Luc, je ne peux pas avoir pitié de Kabila.
Si même on devait faire quoi, ce régime peut faire de Kabila tout ce qu'il veut. Ça ne peut pas, je ne peux pas avoir pitié de Kabila. Et même lorsque j'ai vu le président Fayoulou signer avec Kabila, je n'ai pas dormi, je vous dis, messieurs, dames. Mais c'est pas contre. Lorsque je me suis rappelé le mal que Kabila nous a fait. Le mal que Kabila a fait non seulement à ma formation politique de l'époque, là, mon cas, mais aussi à notre peuple et à notre pays. On n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là. On ne serait pas là en train de parler de tout ça aujourd'hui si M. Kabila n'avait pas créé ce problème. Comment on peut croire, les gens qui ont signé avec lui, comment ils peuvent croire que c'est aujourd'hui que Kabila devient la solution? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'en 2018, n'est pas... Non, c'est clair, c'est pas Félix qui a gagné. On va pas se voiler la face ici. Ah bon? C'est pas Félix. Mais la Cour constitutionnelle... Félix a gagné et je l'ai reconnu en 2023 ici. Pas en 2018. Et ça, c'est Kabila. Ça, c'est Kabila. Les Congolais ne peuvent jamais pardonner ça à Kabila. On n'en serait pas là aujourd'hui à parler de tout ce dont nous parlons. Aujourd'hui, maintenant, notre pays est mis à prix. Pratiquement. Par qui met le pays à prix? Mais je vous ai démontré que ce qu'on est en train de parler de tout ça, c'est de l'humiliation, tout simplement. Pure et simple. C'est de l'humiliation et nous devons venger ça. Avec ou sans Tshisekedi. C'est une question de notre dignité en tant que peuple. La souveraineté dont on parle là, ça ne se décrète pas sur papier, ça se vit. Vous ne pouvez pas vous dire souverain, mais vos mines, vous devez les partager avec quelqu'un. Quel est cet autre pays au monde qui a des mines, qui a déjà signé des choses comme ça? Quel est cet autre pays au monde qui a des parcs nationaux, qui a déjà signé que pour les gérer, il faut un voisin? Quel est cet autre pays qui a de l'hydroélectricité et que pour vous la gérer, il faut un pays voisin? Quel est cet autre pays? C'est de l'humiliation. Et moi, je n'accepte pas que des gens viennent défendre ça. Il s'agit de notre honneur en tant que peuple. Mais pourquoi qui est mis à prix. Il y a cette humiliation, comme vous le dites? Et ça, c'est Kabila. C'est à cause de Kabila Voilà, tout 2018, tout part de 2018. Ah bon? Ça, c'est Kabila. Mais Tshisekedi, est-ce qu'il est innocent dans tout ça? Tshisekedi. Bon. Le rôle du président non, de la République. Tshisekedi n'a jamais été préparé à des grandes fonctions. Vous voyez? Moi, d'ailleurs, à un moment, je me dis, le gars, il a opéré un miracle. Il s'est battu, hein? Ben, il n'était pas destiné à ce genre de haute fonction. Ah bon? La fonction de président de la République, cher ami, on doit se le dire ici. Il faut faire quelles études pour être chef de l'État? Je n'ai pas parlé d'études ici. C'est parce que si on va d'ailleurs dans ce débat, vous allez encore me donner raison. Non, écoutez, il faut faire quoi? Préparer, c'est-à-dire quoi? Je vais comprendre. Une personne préparée à être chef le simple d'État. fait d'être fils d'Étienne Tshisekedi ne fait pas de quelqu'un président de la République. Oui, mais bien sûr. C'est comme avec Joseph Kabila. Le simple fait d'avoir été fils ou quoi de Laurent Désiré Kabila ne fait pas de quelqu'un. Nous ne sommes pas dans un royaume ici. Nous allons quitter cette complaisance quand tous les autres peuples du monde ont déjà compris que la fonction de président de la République, c'est réservé aux meilleurs. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour dénicher? La seule qualité, à mon avis, de Félix Tshisekedi, comme Joseph Kabila, c'est d'avoir été fils à papa. Non, mais oui, ça, nous les connaissons. Nous les connaissons. Mais alors, est-ce que pour ça suffit pour devenir président? Pour qu'on n'ait pas des présidents, d'autres présidents qui ne soient pas préparés, qui ne soient pas préparés à diriger. Exact. Sur base de quoi peut-on détecter que celui-ci est prêt, celui-là n'est pas prêt? Très bien. Pour gérer un pays, ce n'est pas de la magie. On gère un pays par un programme réfléchi, quantifié. Donc, quantifié dans le temps et dans l'espace. Et quand on arrive à la tête du pays, on met son programme en action. On ne vient pas hésiter, comme j'ai vu, on commence maintenant à aller dans tous les sens. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus nous dire c'est quoi le programme. Quel est le programme de Félix Tshisekedi aujourd'hui? En tout cas, même lui, il ne le connaît plus. Parce qu'il n'y en a jamais eu. Voilà la préparation dont je parle. Il a ses engagements. C'est où? Il a parlé de millions d'emplois. Il en a créé combien? L'autre fois, il a dit qu'il allait faire 30 000 km de route. C'est où? La paix, rien. Il n'y a rien, cher ami. Parce que justement, M. Tshisekedi, d'ailleurs, moi je viens de vous dire que j'ai souvent du respect pour lui. Qui voyez-vous comme futur chef d'État? Même vous? Non, moi je refuse qu'on continue. Même vous, messieurs, dames, si vous en avez. Non, je ne suis pas candidat. Voilà, mais je refuse qu'on continue, nous la jeune génération aujourd'hui, à réduire notre pays sur des noms de fils à papa ou parce que ton père. Non,
non. Nous sommes une nouvelle génération avec mon frère de l'UDPS. Nous devons arrêter ça. De nous aligner toujours derrière les individus parce qu'ils ont des noms de leur papa, de leur famille. Et au fond, c'est notre avenir. Nous tous, c'est celui de nos enfants qui est en train d'être hypothéqué. Monsieur... En tout cas, Kabila ne peut pas devenir la solution. Kabila a créé son monstre, ce régime. Si le régime commence à le dévorer, ce n'est pas notre problème, nous les Congolais. Personne ne doit avoir pitié de Kabila. Il a ce qu'il a cherché. C'est lui, il a créé ça, son monstre qui le dévore. Et Merci. il doit arrêter de crier. Maintenant, il cherche des Fayoulou, il cherche des Tessanga ici. Pour l'aider comment? À faire quoi? Fayoulou doit quitter cette histoire de Kabila. Fayoulou doit quitter cette histoire de Kabila. Fayoulou doit se rappeler le mal que Kabila nous a fait. Ça, c'est inacceptable, ça. Quand on est chrétien... Et si je n'avais pas encore quitté les idées, ça aurait été ma raison de quitter immédiatement. Si j'étais encore à les idées, je serais parti immédiatement. Jésus-Christ dit il faut pardonner 7 fois. Non, nous sommes en politique ici, c'est pas à l'église. Donc, on est chrétien aussi. Nous parlons de politique ici, c'est pas de l'église. Vous n'êtes pas chrétien. Nous parlons politique ici, nous ne parlons pas de l'église. Alors, M. Gandhi Kassende, Oui. la personne du président, de l'ancien président Joseph Kabila, quel est le rôle que la personne du président, de l'ancien président, et même son parti, ou sa famille politique, le Front commun, quel est le rôle qu'il joue actuellement? Bon ou mauvais? Il n'y a même pas hésité. Mais je ne sais pas, moi je tombe de nu. Comment est-ce peut-être qu'il y a un exemple dans la vie courante de la politique de certains pays, mais je ne connais pas un pays où un président sortant revient en tant que rebelle. Il est venu au pouvoir en tant que rebelle. Il quitte le pouvoir, il veut revenir au pouvoir encore en tant que rebelle. Même si on dit que les Congolais sont des imbéciles, mais pas à ce point. Même un chien ne voterait pas pour Kabila. Ah, là, si vous allez, ça c'est... C'est une façon de parler, c'est non, l'image. non, là c'est l'extrême... Non, c'est une façon de parler. Il a une base aussi, on va le dire. Il a une base de quoi? Il a quand même des gens qui soutiennent monsieur Mais Kabila. qui composent plus de la moitié de l'Union sacrée. Ce n'est pas les gens de Kabila. Il va en trouver encore où? Plus de la moitié des gens qui sont dans l'Union sacrée. Ce n'est pas des kabylistes. Ces anciens voleurs, alors. Bah, bien sûr. Bien sûr, on le sait. Ces tourneurs, ces corrupteurs. Ils sont les mêmes. Ceux qui mettent le bâton dans les roues des Tshisekedi aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes là. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est Tshisekedi qui les a... qui a ouvert la porte à tous ces... Appelons le chat chat. Tous ces loups. Un chat ne deviendra pas chat, un chat ne deviendra pas rien. Ben, ils se réunissent là, soi-disant, entre opposition. Mais hier, certains se disaient qu'ils ne sont pas dans l'opposition, ils sont des résistants. Oui, ils disent mais comment expliquer ce mélange détonnant entre résistants et opposition? Ils disent membres de l'opposition et de la résistance congolaise. Oui. Donc, mais comment on peut mettre les deux ensemble? Et opposition. Que ces Sanga se retrouvent avec Kabila, ça ne m'étonne pas. Il y a quelqu'un qui l'a dit ici, il vient de RCD. Ça ne m'étonne pas. C'est des gens qui sont venus soutenus par l'extérieur, par les gens qui ont mis à mal ce pays. C'est ça qu'on peut aller avec Kabila. Mais les kabylistes disent Tshisekedi, ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, qu'il n'oublie pas. Demain, il sera aussi ancien chef d'État. Ben, c'est leur problème. Donc, nous, on peut aussi le faire subir la même chose. Non, notre problème aujourd'hui, c'est pas Tshisekedi. Notre problème, c'est le Congo et les Congolais. Demain, si Tshisekedi subit, je pense que M. Larousse l'a dit, s'il s'est mal comporté, si la loi, le droit, le poursuit demain, oui. Ben, ce sera de sa responsabilité. On n'est pas demain, on est aujourd'hui. Le pays est en feu. On attendait de ces gens-là une certaine unité de vue et d'action pour pouvoir préserver l'intégrité de notre territoire, préserver notre pays, préserver notre souveraineté. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le contraire. Ils veulent qu'on puisse les applaudir. C'est qu'ils ont fait ça, là, c'est qu'ils ont senti que Tshisekedi aujourd'hui, je ne suis pas de l'UDPS, Tshisekedi est en train, il a dit dans le passé, il est en train d'appliquer ce qu'il a dit, à savoir recomposer la classe politique. Sachant qu'ils vont perdre le pouvoir qu'ils avaient dans le passé, tous ils se rassemblent pour pouvoir préserver
ces dynasties qui ont géré le pays depuis 60 jusqu'à ces jours. C'est la même dynastie. C'est la même dynastie, avec des variations, tu vois. Donc on doit sortir de ces dynasties-là. On doit sortir de dictates des partis politiques qui ont anéanti le pays. Regardez, les mêmes partis politiques, ils ont des gens au niveau de l'Assemblée nationale, des assemblées nationales, que ce soit ici, sur le plan national, que ce soit au niveau des provinces. Les gouverneurs, c'est toujours eux. Quand vous regardez le gouvernement, c'est toujours le parti politique. La partitologie, là, il faut sortir de là. Ils n'ont pas des résultats probants des 60 à ce jour. Les partis nous ont anéantis. Anéanti le peuple. Donc, on doit sortir de ce système, trouver un système... Parti unique. Hein? Parti unique. Non, je parle pas. Il faut qu'il y ait de nouveaux penseurs pour voir comment on peut gouverner. Est-ce qu'on doit continuer à gouverner avec les partis politiques? On doit gouverner avec le chef coutumier? Est-ce qu'on va gouverner avec l'intelligentsia? C'est-à-dire, ça a trouvé. Le débat est là. Le débat n'est pas à Tshisekedi. Il faut dissoudre les partis politiques. Non. Pour moi, je le dis une fois dans un des médias, on est dans une situation de guerre. Tshisekedi, c'est le garant des institutions. Les institutions ne fonctionnent pas. Il doit les suspendre. Il doit suspendre les assemblées et les partis. Politique. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ça sera la... Ah oui, puisque regarde hier, il a dit qu'il fallait changer ou modifier la constitution. Tout le monde s'est mis debout vent debout contre lui. Vous aussi. Pas moi, non, au contraire. Moi, je suis pour changer, pour arriver à restructurer l'État. Pour moi, mon cheval de bataille, c'est l'État et l'administration. Pour changer les choses au niveau de l'État et de l'administration, on doit commencer par changer de constitution. Si on ne le fait pas, on s'en sortira pas. Bloc, hein? Comment? La constitution est un blocage. Non, ce ne sera pas un blocage, il faut arriver à le faire. Ceux qui, hier, ont défié Tshisekedi par rapport à ça, ils demandent maintenant qu'on aille au système changer la constitution, du fédéralisme. Qu'est-ce que ça va Comment on peut aller au fédéralisme sans changer de constitution? Il faut carrément changer. Moi, je dis qu'il faut changer dans Quelqu'un a dit l'essence. c'est un chiffon. Il faut changer dans l'essence de faire en sorte qu'il y ait l'équilibre. Pas seulement au niveau littéraire, équilibre sur le plan financier. Regardez, Très bien. Un député au Botswana touche $1 800. Un enseignant touche $1 300. Un médecin touche $2 000. Un ministre touche $4 000. Le Botswana. Ils ont une richesse. Un petit pays organisé grâce simplement au diamant de joaillerie. Avec ça, ils transforment sur place. Ils ont ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte de contenter la majorité de sa population. Et les étudiants ont un minimum de $150 de bourse. Pendant ce temps, nous, on mène une bataille de chiffonniers. On a un grand pays. Chacun tire la couverture de son côté. Le Congo, c'est un pays les partis politiques se bagarrent pour avoir les avoirs et le pouvoir du pays. Ça pose un problème. La RDC n'est pas le Botswana. La RDC peut faire 10 fois, 100 fois plus. C'est 2 340 000. C'est pas au nombre des kilomètres carrés du territoire, c'est pas au nombre de population, c'est l'organisation. 100 millions d'habitants, semble. On sera même 300 millions. Si on est bien organisé, les 100 millions vivront bien. Ah bon? Ah ben bien sûr, c'est une question d'organisation, d'équilibre. Regardez, maintenant, on est en train d'étudier les salaires de tous les fonctionnaires ou de tous les salaires de la République. Très bien, très bien. Il y a des gens qui sont contre. Mais ce sont ceux-là même du FCC, des trucs comme ça, qui veulent maintenir. Si demain on dit les députés vont toucher $5 000 par au-delà, ils vont c'est triper. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Emploi et Travail, le chef de l'État avait promis plusieurs millions d'emplois. Je vais vérifier pour ce quinquennat qui a commencé en 2024, au début 2024. Plusieurs millions d'emplois, on est déjà à plus d'une année. Il faut déjà peut-être faire cette restitution-là. On a besoin de savoir combien d'emplois ont été créés dans notre pays, parce que la jeunesse qui finit les études, et même celle qui fait des licences de formation, on a besoin de savoir à quel niveau nous sommes. On va finir avec M. Larousse Mouya. Voilà, le temps est vraiment 2 minutes. 2 minutes pour clore, 2 minutes chacun pour clore. Alors... Doha, je reviens sous Doha avec la déclaration conjointe AFC-gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement est-il prêt aujourd'hui à engager un dialogue direct avec, bon, c'est déjà engagé,
les revendications de la LCM 23, est-ce que le gouvernement est prêt à répondre? D'accord, merci. Je vais vous répondre, mais je vais juste répondre à mon frère, Luc Malembe, qui au final est revenu sur une question qui est presque devenue comme une sorte de point en position philosophique. Hein. Mais chacun d'entre nous peut revendiquer sa vérité. Seulement, il dit que ce qui n'est pas vrai dans l'histoire, puisque pour nous autres, responsables politiques, nous sommes des historiens du présent. Et par rapport à cette guerre, par rapport à cette situation, à nos enfants, nous devons la vérité la plus stricte. Si moi je peux me trouver devant vous aujourd'hui, devant nos concitoyens qui nous suivent, c'est parce que j'ai eu des responsables de parents qui m'ont parlé de la situation, de ce qui se passait dans notre nation, et aujourd'hui, et on a un devoir. La situation qui se passe actuellement, effectivement, vous avez commencé par quelque chose qui est très louable, en disant que Kabila est indéfendable. Il est sur toute la ligne. Mais vous avez dit une chose pour dire que cette situation d'aujourd'hui, c'est Kabila qui en est le responsable, d'accord, mais parce que pour la non-élection de Martin Fayulu. Non. Martin Fayulu aurait été élu président de la République, ça n'aurait pas empêché au sanguinaire Paul Kagame de nous agresser. Donc voilà. Vous avez votre vérité sur cette question, disant qu'il avait été élu, le second était Emmanuel Chadari, que le peuple avait complètement vomi, et que le chef de l'État, le fils du Sphinx, était troisième. Personne ne peut croire une faribole pareille. Nous sommes un peuple sanguin, nous autres Congolais. Il y a la Cinco également, hein, et la Cinco qui avait mission d'observation. Il y a des documents qui avaient fuité, hein, lesquels qui disaient la même chose. Les documents qui ont fuité, TV5, vous avez suivi TV5 à l'époque. Nos cours de tribunaux étaient là. Ils devaient aller là-bas, parce qu'il y avait eu un procès. Et c'était diffusé en direct. On n'a pas vu ces preuves. On ne les a pas vus. On les a pas vus. Les documents fuités de la mission d'observation. On les a pas vus. On les a pas vus, ces documents. C'est passé dans les médias internationaux. Moi, je n'ai pas vu ces documents. Je suis quand même assez averti sur la question. Ils ont expliqué qu'ils avaient distribué des téléphones à autant de nombre de gens. Mais on n'a pas vu de compte rendu. Donc, pour un peuple aussi sanguin que le nôtre, qui s'est fait voler son élection, donc on ne prend même pas le numéro 2, on prend le numéro 1 carrément, on donne la place du numéro 1 au numéro 3, et ce peuple restait tranquille dans l'ensemble du pays. Vous n'avez vu nulle part où les Congolais se sont levés pour manifester. C'était une manipulation de Kabila et de Nanga pour expliquer au chef de l'État, de toute façon... Nanga ne l'a jamais dit, hein. Il s'est même rebuffé devant Jean-Marie Kassamba pour dire... Est-ce qu'il ne l'a jamais dit? Devant Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi l'émission, où il explique devant Jean-Marie Kassamba... Non, sur France 24. Devant Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi l'émission. Oui, devant Jean-Marie Kassamba, il disait, le chef de l'État actuel, il a bel et bien gagné les élections. Et quand j'ai parlé de termes d'accord, c'était pour la coalition FCC Cash. Nanga qui l'a dit, mot à mot. Donc je n'invente rien. Après, ça aurait été M. Luc, chef de l'État, le nominerait n'allait pas empêcher, plutôt son élection n'allait pas empêcher Paul Kagame de nous agresser. Donc voilà, ça c'est une chose qu'il faut... ma question est simple. Pourquoi vous négociez maintenant avec les condamnés à mort à Doha? Vous avez gravi les biens des Cordés Nanga, vous avez leurs familles sont attaquées, tout ça, ils sont condamnés à mort. Mais pourquoi vous négociez avec les condamnés à mort? Merci pour la question. Mais chacun d'entre nous ici, aucun n'a suivi qu'il y a une forme d'information disant qu'on a levé les mesures ou les condamnations qui pèsent sur eux. Non. Et vous n'avez pas appris que Corneille Nanga a mis le pied ici, dans notre territoire où il n'a pas été arrêté. Vous n'avez pas appris qu'il est au Qatar. Donc, nous continuons les actions. Même en ce moment ici, on mène des actions contre Joseph Kabila. Donc la question est que, comme le chef de l'État l'a dit, la République ne pliera pas. On a trop longtemps tergiversé avec des positions de dialogue. Parce que, qu'est-ce que dans notre tête, qu'est-ce qu'on entend par dialogue avec l'ennemi? C'est ce qui a été fait depuis. Ils viennent, vous parlez, ils entrent dans l'armée avec ce qu'ils ont eu comme grade. Ils entrent dans l'administration avec des positions avec eux, oui ou non? Est-ce que vous négociez avec Nanga aujourd'hui, oui ou non? Il y a des pourparlers à Doha, bien entendu, personne ne les nie. Mais quand ce vous sont entendez... des gens qui sont condamnés à mort. Ce sont des gens... Quand vous entendez, une guerre, elle commence sur le terrain, elle se termine à table. Toutes les guerres du monde, puisqu'on a signé des résolutions, puisqu'il faut que des dépenses de ce qui avait été détruit, gâché, pèsent sur quelqu'un. Ça pèsera sur quelqu'un. Il faut ensuite, il y a un travail qui est fait, un travail d'hydre. Il y a plusieurs têtes. Il y a un travail qui est fait à la CPI en ce moment ici. Donc il y a un travail qui est fait au niveau des Nations Unies. Il y a un travail qui est fait à Washington. Comme mon frère Luc l'a dit, au niveau de l'Union africaine, on ne pèse pas.
À l'Angola, on n'était pas à mesure de faire signer Kagame. Merci. Et aujourd'hui, aux USA, on parvient à le faire amener, à le faire signer. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Larousse Mouya. Monsieur Luc Malembe, Doha, FCM 23, gouvernement signe une déclaration conjointe où on a suivi plusieurs fois les chefs de l'État dire qu'il ne négociera jamais avec les pantins, on ne va jamais négocier avec ces guignols. Alors, qu'est-ce qui a poussé les autorités congolaises à changer d'avis, selon vous? Non, c'est la faiblesse militaire. Je l'ai dit, nous sommes en position de faiblesse militaire. Mais je refuse qu'on mette tout sur les dos du président Tshisekedi. Moi, je suis quelqu'un de très équilibré. Parce que lorsque cette agression commence, je crois que c'était en 2021, j'ai vu tous les Congolais demander qu'on fasse la guerre à Kagame. Tous les Congolais, on a dit, on fait la guerre. Si Kagame va nous exterminer, on fait la guerre. Et je crois que le président Tshisekedi avait écouté son peuple. Et on s'est engagé dans la guerre. Mais la guerre, c'est comme un match de foot. On gagne ou on perd. Alors, il se peut que nous n'avons pas gagné. Alors si nous n'avons pas gagné, il ne faut pas maintenant aujourd'hui dire Tshisekedi, il a changé de mot. C'est nous tous qui avons demandé la guerre. Et quand vous m'avez entendu dire que c'est une humiliation contre nous tous, y compris Tshisekedi. Et s'il faut que nous vengions cette humiliation, c'est nous tous qui devons travailler comme peuple. Vous voyez? Parce qu'il y a un autre élément. Nous, comme peuple aussi, nous les Congolais, nous sommes un peuple qui refuse de mourir pour défendre sa terre. Ça, vous pouvez voir, ici à Kinshasa et partout. Aucun Congolais n'est prêt à mourir pour défendre sa terre. Alors que tous les autres peuples au monde meurent pour défendre même des terres arides. Mais nous, Dieu nous a donné une terre aussi riche. Nous sommes jamais prêts à mourir. Il y a des demandes quand même qui vont au-delà, parce que nous sommes faibles, entre guillemets. On doit tout accepter. Parce que Nanga demande qu'on libère 700 prisonniers. Je vous ai dit que la situation... Est-ce qu'on doit tout accepter? Non, la situation dans laquelle nous sommes maintenant nous exige à tout accepter d'abord. Même les 700 là... Nous n'avons pas de choix, monsieur Dan. Oh là là. Les rebelles sont à Walikale, à la route de Kisangani. Moindre erreur, Kisangani tombe. Et si Kisangani tombe, je vous dis, cette guerre change de nature. Mais on doit passer avec Kisangani, il faut passer par l'Ituri. Il y a non, Johnny Luboya. Non. Ils peuvent contourner. Non, la Walikale et Kisangani, on ne passe pas par l'Ituri. Il y a une route asphaltée d'ailleurs sous Mobutu qui passe un peu par le Maniema et débouche sur Kisangani. C'est 420 km. Donc Kisangani est à portée du M23. Mais je vous dis, les rebelles sont à la route de Ouvira, à Kamanyola. Et juste après Ouvira, c'est l'État. Non, Ouvira, non. Ouvira, ils sont pas. Ils ont été délogés des Kamanyola. Ils ont été délogés des Kamanyola. Si, ils ont été délogés des Kamanyola. Ils ont été délogés des Kamanyola. Je suis de la zone. Ils sont à Kamanyola sur la route d'Ouvira. Je ne dis pas qu'ils sont à Ouvira. Mais juste après Ouvira, c'est le Katanga. C'est la province de Tanganyika. Voilà, le Tanganyika qui commence. En tout cas, moi, je dis, signons d'abord tout ce que nous pouvons signer. Non. Parce que nous devons nous sortir de cette situation. Ensuite, mettons-nous au travail pour venger. Donc, même si on doit vendre la terre, signons. Mais qu'est-ce que je vous ai démontré que nous l'avons déjà fait? Je vous ai montré que ce que nous sommes en train de faire à Washington, c'est tout simplement une cogestion de notre pays avec le Rwanda. C'est le mot qui fait mal, mais c'est ça le mot. Merci bien, monsieur. Lorsqu'on nous demande que nos mines, nous devons, c'est pas faire. Qu'est-ce que nous avons à faire avec le Rwanda, lui? Il amène quoi dedans? Dans cet accord-là. Demandez quelle est la contrepartie du Rwanda. Au nom de quoi? En contrepartie de quoi? Nous devons parler avec le Rwanda sur nos minerais, sur nos parcs nationaux, sur notre hydroélectricité. Et là, ils amènent quoi? Merci bien, monsieur Luc Malembe. La faiblesse militaire, là où ça nous amène. Terminons avec monsieur Gandhi Kassende. Le gouvernement, le chef de l'État l'avait dit ici, nous n'allons jamais parler avec les pantins. Ces pantins-là, je veux parler avec leur maître directement, pas parler avec le pantin. On a été surpris de voir
Déclaration conjointe. Papa Gandhi qui est de l'UDPS. Mais je ne sais pas comment il fait tout ce temps pour se camoufler. Il a une carte. Je lui ai toujours conseillé, tu es de l'UDPS, papa, accepte. Oui. Il a une vieille carte de l'UDPS. Voilà. Et qui n'a pas encore brûlé. Alors, J'ai une vieille carte. Non, ils m'ont jamais vu dans ce panier à crabe. De l'UDPS. Non, l'UDPS, les idéaux, je suis prêt à accepter ces idéaux premiers. Mais aujourd'hui, c'est un panier à crabe. Les partis de mon ami Larousse, c'est un panier à crabe. Tout le monde veut monter sur tout le monde. Mais Qui c'est la les dirige vérité. même aujourd'hui, Bah oui. ils sont les seuls à savoir. c'est Bizibou qui dirige l'UDPS. Absolument pas. Le secrétaire général de l'UDPS, c'est Donc, bel et déjà, bien ils sont incapables de se l'honorable diriger Augustin eux-mêmes. Kabouya. Voilà. Non, Donc, vous êtes déjà incapable de vous diriger et vous voulez nous diriger. absolument nous, pas. le Monsieur Bizibou est un transfuge. Il fait ce qu'il a à faire. Le président de l'UDPS par intérim, c'est l'honorable Augustin Kabouya. Et c'est lui le secrétaire général. Ça n'a pas Alors changé. qu'il y a lieu de trouver Augustin un compromis. Kabouya Chilumba, qui parle d'affaires des carrés miniers. Est-ce que c'est vrai ça? Ben, vous êtes journaliste. Carrés miniers. Faites Non, votre non, joli métier. Non. Allez, il reçoit tout le monde. Il va vous recevoir. Non, cette affaire des carrés miniers, c'est vrai, vous êtes de l'UDPS. J'ai entendu ça de la bouche d'un responsable politique de mon parti, comme vous. Effectivement, je ne suis pas dans tous les secrets. Donc j'entends effectivement. Vous doutez. Vous en tant que... Je ne doute pas, absolument pas. Vous en tant que journaliste, faites votre joli métier. Je reviens. Voilà, faites votre joli métier. Je reviendrai. Alors, pourquoi les autorités ont changé d'avis? Mais je ne sais pas, ça dépend de la lecture. Aujourd'hui, le président de la République, au travers Kayi Kwamba, ministre des Affaires étrangères, ne négocie pas directement avec les belligérants là, excepté le Rwanda. Le Rwanda, le président était prêt à avoir des pourparlers, à échanger avec. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Là où on doit se retrouver avec les belligérants tels que les M23 et l'AFC, c'est pas directement avec eux. C'est par rapport au schéma dessiné par les Américains. C'est à prendre ou à laisser, ou à nuancer. C'est ça. Il n'y a pas de pourparlers directs avec les M23. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah bon? Mais c'est que nous venons sur la table, il y a des propositions de notre pays. Sur la table, il y a la proposition de M23 AFC. Mais il y a entre les deux une mouture. Une mouture que les Américains proposent pour la fin des hostilités. De toute façon, c'est un passage obligé. Ils étaient même à la source de la résolution 2773. Si d'ici dans les 3 mois ou 5 mois à venir, il n'y a pas d'accord là-dessus, vous verrez vous-même, les forces des Nations Unies vont descendre et mettre fin à la guerre. Merci. Souvenez-vous des 60, quand il y a eu une tentative de sécession de Katanga. La guerre est finie comment? La sécession, là, s'est arrêtée comment? Les Nations Unies sont descendues sur le terrain. Dernièrement, en 2012 ou 2013, avec le M23, c'était quoi? La résolution n'était pas respectée. Qu'est-ce qu'on a fait? Les Nations Unies sont descendues sur le terrain. Sachez que, pour moi, la guerre est finie. Ce qu'on peut demander aujourd'hui à Tshisekedi, c'est déjà travailler sur la bonne gouvernance. Une autre gouvernance avec un gouvernement qui ne soit pas pléthorique, qui soit limité à 25 ministres. 54, c'est pas beaucoup. Hein. C'est beaucoup un pays. L'Allemagne, en Allemagne, il y a des landes qui ont leur gouvernement provinciaux, etc. Il n'y a que 8 ministères en Allemagne. Aux États-Unis, il y a combien? Jusqu'à la dernière législature, ils avaient beaucoup de problèmes. On multiplie les problèmes en multipliant le nombre de ministères. Je vous donne un exemple, j'arrête là. On multiplie les problèmes. Aujourd'hui, on a un problème au niveau de nos territoires, de l'aménagement du territoire. Si on n'avait qu'un seul ministère de l'aménagement des territoires, on trouverait le foncier, on trouverait les infrastructures, l'environnement, on trouverait... on éliminerait 5 ministères pour une certaine cohérence, une certaine rapidité de la gestion des choses. Pour l'éducation, je peux donner des exemples pareils, etc. Donc, il nous faut moins de ministères. 25 ministères, mais c'est trop. C'est même trop pour notre pays, puisqu'on a des gouvernements provinciaux, on a des députés provinciaux. Pourquoi les multiplier? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Cette émission est complètement finie. Merci beaucoup, monsieur Larousse Mouya. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Luc Malembe, qui revenait également, tout comme monsieur Larousse Mouya. Merci beaucoup à monsieur Gandhi Kassende également, qui revient voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On vous dit au revoir et bon week-end.